S'il y a bien une chose qu'on peut dire sur la nourriture des années 50, 60 et 70, c'est qu'elle était vraiment créative. Des mélanges de fruits, mayonnaise, jambon banane à la hollandaise ou gélatine, ces amuse-gueules anciens ne reviendront pas sur votre table de fête, et c'est sans doute mieux ainsi. Évidez en ananas et remplissez-le de salade de crevettes. Préparez une gelée de 9 kg, garnie de bœuf et de guimauve. Le jambon banane à la hollandaise est un amuse-gueule rétro tristement célèbre en Amérique au milieu du XXe siècle. Regardez-moi ça. Des bananes sucrées enroulées dans du jambon salé, nappées de moutarde et cuites sous une sauce hollandaise. Si vous connaissez ce plat, c'est sûrement grâce à la McCall's Great American Recipe Card Collection de 1973. Mais il vient du Chiquita Banana Cookbook de 1947, où il s'appelait « Roulé de banane au jambon avec sauce au fromage au lieu de la hollandaise ». Quant à la raison pour laquelle ce cauchemar existe, on peut dire que c'est une forme précoce de publicité déguisée. Cela faisait partie d'une campagne de marketing d'après-guerre menée par Chiquita pour encourager la consommation de bananes dans des plats salés américains. Eh bien, il y a de l'argent dans le stand de bananes. Un plat étrange avec le recul. Il illustrait l'approche expérimentale de l'époque en matière de nourriture pour les fêtes, lorsque les cuisinières à domicile étaient encouragées à tenter des associations audacieuses de sucré et de salé. L'utilisation de mélanges pour sauce hollandaise en sachet et de jambon pré-tranché illustre aussi l'intérêt des années 1970 pour les réceptions faciles, à moitié faites maison. Aujourd'hui, c'est surtout une curiosité nostalgique qui réapparaît ironiquement lors de fêtes rétro. Mais quelqu'un a-t-il vraiment aimé ça? Bien que présente dans des livres de recettes, la banane au jambon sauce hollandaise n'a jamais séduit le grand public. On se demande pourquoi? Tout est liquide. Puis tu le mets en bouche, puis tu dois mâcher du jambon, alors qu'une banane est déjà liquéfiée dans ta bouche. Autrefois incontournable dans le Sud, le sandwich à l'ananas est un mélange sucré-salé datant de la fin du 19e siècle. Je ne sais pas, il y a de la mayonnaise et des ananas? Sa popularité a grandi au début du XXe siècle grâce à Lucille Studley, qui a mis de l'ananas en conserve dans des bocaux en verre. À l'époque, les conserveries de la côte ouest ne vendaient pas d'ananas à l'est des Rocheuses, le transport étant trop cher. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que Lucille Studley avait trouvé la bonne formule. En associant des ananas en conserve à de la mayonnaise entre deux tranches de pain blanc, le sandwich à l'ananas s'est imposé dans le sud profond lors des paniers repas pour l'école et pique-niques d'église. Sa popularité a diminué, surtout hors du sud. Même dans le sud, beaucoup ignorent son existence aujourd'hui, ce qui est sans doute positif. Avant que le sandwich au fromage grillé ne devienne emblématique, existait le cheese dream, fondant et beurré. Ses racines remontent aux associations de fromage et de pain dans la Rome antique. Mentionné pour la première fois dans un livre de cuisine américain en 1916, il devint très populaire, après que Good Housekeeping l'a appelé « ami fidèle des salons de thé » en 1922. Durant la Grande Dépression, le Cheese Dream a gagné en popularité car il était économique, simple et réconfortant. Les premières recettes utilisaient des sandwichs fermés, mais dans les années 1930, la version ouverte et gratinée est née pour économiser les ingrédients, avec du bacon ou de la tomate. En 1957, les Cheese Dreams étaient annoncés comme une spécialité de carême, à 55 cents dans le Sunday News Journal de Daytona Beach en Floride. Pour goûter vous-même à ce plat de rêve, commencez par du pain de mie finement tranché avec les croûtes enlevées, beurrez généreusement un côté, ajoutez d'épaisses tranches de cheddar, puis faites frire lentement dans du beurre chaud jusqu'à ce que le tout soit doré et croustillant, avec du fromage fondant à l'intérieur. Pour une note rétro, servez avec des tomates ou du ketchup aux champignons. Ajoutez du bacon ou du jambon avant de frire pour plus de goût. Le ramaki régnait autrefois en maître dans les soirées cocktails, popularisé dans les années 40 et 50 par des restaurants tiki comme Trader Vic's et Don the Beachcomber. Il était composé de foie de volaille et de châtaigne d'eau, enrobé de bacon, mariné au soja et gingembre, puis grillé jusqu'à croustillance. C'était l'amuse-gueule par excellence de l'époque. Exotique, à la fois salé et sucré, avec juste ce qu'il faut de gourmandise, souvent servi sur des cure-dents et dévoré en une seule bouchée. Victor Bergeron, fondateur de Trader Vic's, a popularisé le ramaki, affirmant qu'il venait de la cuisine chinoise via Hawaï. Le ramaki, incontournable des plateaux poux, a marqué la culture. Mais avec le déclin de la culture tiki, il a aussi disparu. Des variantes modernes remplacent parfois le foie par de l'ananas ou des coquilles Saint-Jacques, mais la recette d'origine reste surtout utilisée par les nostalgiques et lors d'événements à thème. Pour préparer un ramaki, enroulez des châtaignes d'eau en conserve dans des demi-tranches de bacon. Fixez le tout avec des cure-dents et faites-les pré-cuire pour faire fondre une partie du gras. Couvrez-les de cassonade, sauce soja, ketchup, sirop d'érable, sauce Worcestershire, ail en poudre et cayenne. Remettez au four jusqu'à caramélisation et dorure. Pour la version classique, ajoutez un morceau de foie de poulet par bouchée. Faites mariner et réduisez la sauce. La machine lance une boule de fromage sur le sandwich de l'équipe adverse.
Croyez-le ou non, les boules de fromage remontent jusqu'en 1801, lorsque Elder John Leland, du Massachusetts, a offert au président Thomas Jefferson un fromage géant. Une meule de plus de 1200 livres, fabriquée à partir du lait de plus de 900 vaches. Leland l'a amené sur la pelouse de la Maison Blanche le nouvel an 1802, après 3 semaines de voyage. Il a fait la une et est resté des années à la Maison Blanche. En 1835, le colonel Thomas S. Asmichom de Sandy Creek, New York, a offert au président Andrew Jackson un cheddar de 1400 livres lors d'un spectacle similaire. En 1944, la boule de fromage de fête moderne apparaît dans le livre de cuisine de Virginia Safford, Food of My Friends. Cet amuse-gueule, mélange de fromage à la crème, cheddar, herbes, épices et noix, est devenu incontournable lors des fêtes des années 1950 à 1970, surtout dans le Midwest et les États comme le Wisconsin. Mais la popularité de la boule de fromage a décliné dans les années 80, étant considérée comme un symbole kitsch du goût petit bourgeois. Pendant ce temps, l'essor des amuse-gueules plus légers et plus frais, ainsi que la disponibilité croissante de fromages artisanaux, ont orienté les menus de fête dans une nouvelle direction. Un léger regard de nostalgie s'est fait sentir, mais la boule de fromage reste surtout une relique des réceptions du milieu du siècle. Saviez-vous que le céleri était autrefois la vedette des plateaux de fête à travers l'Amérique ? Il avait besoin d'un petit coup de pouce, mais la version farcie de ce légume était un apéritif très apprécié au début du XXe siècle. Le concept était simple, mais élégant. Garnissez les branches de céleri de pimento cheese, fromage à la crème ou tartinade salée pour un délicieux contraste de texture. Le céleri était depuis longtemps un légume en vogue dans la cuisine américaine. À l'époque victorienne, c'était un produit de luxe, exposé dans des vases décoratifs et servi cru avec du fromage, braisé ou nappé de mayonnaise. Au début des années 1900, il devint un incontournable des dîners formels, servant surtout de plats légers et rafraîchissants. Le céleri farci a connu son apogée entre les années 50 et 70, période où les hors-d'œuvre simples et faciles à préparer dominaient les menus de fête. Mais à mesure que les tendances évoluaient, le céleri farci est progressivement tombé en désuétude, les goûts changeant, privilégiant les trempettes, les tartinades et les amuse-bouches aux saveurs et textures plus prononcées. Cette amuse-gueule autrefois adorée est tombée dans l'oubli. Les diables à cheval ont une histoire aussi riche que leur goût. Nés en Angleterre au 19e siècle, ces dattes sucrées et caramélisées sont farcies de fromage de chèvre acidulé et enrobées de bacon croustillant et fumé. Ce mélange sucré, salé, crémeux et croquant a rendu ces bouchées populaires lors des dîners victoriens et fêtes américaines du milieu du XXe siècle. Au 19e siècle, les pruneaux étaient trempés dans du brandy ou du thé, farcis d'amandes ou de chutney, puis enveloppés de bacon et servis chaud en plat salé. Quant à l'origine de ce nom, personne ne le sait vraiment. Certains disent qu'il fait référence à la chaleur de la moutarde parfois utilisée dans certaines versions, mais cela reste rare. Certains avancent que les envahisseurs normands couvraient leur armure de bacon pour intimider, mais cela semble un mythe. On pense que c'est une variante des anges à cheval avec des huîtres. Ce plat a traversé l'Atlantique et est devenu très populaire aux États-Unis dans les années 60 et 70. Au fil du temps, les dattes ont remplacé les pruneaux, et des garnitures comme le chèvre ou le bleu ont créé cette combinaison sucrée, salée, crémeuse et croustillante. Elles étaient des incontournables lors des mariages, des fêtes et des rassemblements festifs. Comme de nombreux plats rétro, les diables à cheval ont été oubliés au fil de l'évolution des goûts vers des saveurs plus légères et internationales. Un autre facteur était l'aversion pour les pruneaux et le travail fastidieux de les farcir et enrouler. Avant que les plateaux de charcuterie dominent, la mousse de poisson était la star des fêtes. Dans les années 60 et 70, cette tartinade crémeuse était incontournable lors des cocktails américains. Mais elle trouve son origine dans la France du début du XXe siècle, où la mousse de thon mélangeait thon en conserve, mayonnaise et fromage à la crème, servie froide sur crackers ou pain grillé. Le plat a traversé l'Atlantique pour arriver aux États-Unis au milieu du siècle, et les cuisinières à domicile y ont ensuite ajouté leur touche personnelle. Elles ajoutaient des oignons verts, de la sauce Worcestershire ou piquante, et donnaient des formes élaborées pour un effet spectaculaire. Ce mets salé allait parfaitement avec des crackers Ritz et des martinis. The Silver Palate Cookbook a renforcé sa place dans la culture de la réception, avec une mousse de saumon, suivie par une mousse de truite fumée, dans le magazine Gourmet en 1996. Le chef Pierre Franet a aussi présenté des recettes, comme la mousse de saumon fumé, de sole et de morue salée, aux pommes de terre. Dans les années 80 et 90, la mousse de poisson a cédé la place à des hors-d'œuvre plus légers, comme le houmous et le guacamole. Mais si vous souhaitez redonner vie à la mousse de poisson à la maison, vous pouvez mixer du thon en conserve égoutté, du beurre mou ou du fromage à la crème, quelques filets d'anchois, des capres et du jus de citron jusqu'à obtenir une texture lisse. Réfrigérez et servez avec des crackers pour une bouchée nostalgique qui animera la conversation. Qu'est-ce que c'est ?
L'aspic de tomate en gelée est un moule salé à base de gélatine, de jus de tomate, de légumes, parfois de fruits de mer ou de viande. Il fut autrefois le plat phare des buffets festifs américains du milieu du XXe siècle. Bien que les aspics trouvent leurs origines dans l'Europe médiévale, où l'on préparait des gelées de viande en faisant bouillir des os d'animaux pour en extraire le collagène, la version à la tomate n'a vraiment pris son essor aux États-Unis qu'au début du XXe siècle. L'arrivée de la gélatine en poudre a popularisé les salades moulées pour leur aspect spectaculaire et pratique. Ces plats en gelée protégeaient leur salade des éléments, conservant les couches de saveur et de texture sous le glaçage gélatineux. Dans les années 40 et 50, l'aspic à la tomate utilisait souvent du jus de tomate en conserve, des oignons, du céleri, un peu d'épices, parfois des olives, crevettes ou salade de poulet au centre. Ces moules colorés et tremblotants étaient appréciés pour leurs formes accrocheuses et leur capacité à transformer des ingrédients de base du garde-manger en plats festifs. Ils reflétaient aussi la fascination d'après-guerre pour les plats préparés et la mise en scène culinaire. Malheureusement, ce type de plat a presque disparu à cause de la popularité des amuse-bouches frais et de l'évolution des goûts, moins attirés par la gélatine. Oui, n'est-ce pas fabuleux? Nées durant la Grande Dépression, les boulettes de viande porc-épic mélangeaient viande hachée, riz cru, oignons et assaisonnement, puis mijotaient dans une sauce tomate pour économiser la viande. Malgré leur nom, elles ne contiennent pas de porc-épic. Leur nom vient du riz qui gonfle à la cuisson, évoquant les piquants de l'animal. La première recette connue remonte au livre de cuisine de 1918, Conservation Recipes. Les recettes de boulettes de viande sont apparues dans les livres et chroniques culinaires dès les années 1930, devenant courantes dans les années 40 et 50. Le plat était souvent le plat principal, mais parfois aussi un apéritif copieux lors de repas partage ou de fêtes. Certaines variantes utilisaient de la soupe à l'oignon déshydratée ou de la sauce Worcestershire pour plus de goût. Les boulettes de viande porc-épic ont perdu en popularité après les années 70, les goûts américains se tournant vers des plats plus légers, plus frais et plus internationaux. Les préoccupations de santé ont réduit la popularité des repas très transformés. Les canapés à la langue de bœuf associaient des tranches tendres de langue cuite sur des crackers ou du pain, rehaussés d'une touche de moutarde ou de réfort. Allez, goûtez un peu de tchakina. Ils étaient riches, savoureux et surprenants. Étonnamment raffinés, ils n'étaient pas seulement élégants, ils étaient aussi économiques et pleins de saveurs. Issus des traditions des immigrants juifs d'Europe de l'Est et d'autres cultures qui valorisaient la cuisine qui utilise toutes les parties de l'animal, cet amuse-bouche salé était célèbre pour sa saveur riche et sa texture tendre. Après avoir été mijotés, marinés ou fumés, les canapés à la langue de bœuf ont connu un pic de popularité du début au milieu du XXe siècle, à une époque où l'on utilisait couramment toutes les parties de l'animal et où les abats étaient moins stigmatisés. Présentes sur les buffets, aux cocktails et dans les menus de délicatessants, ces bouchées riches sont passées au second plan avec l'évolution des goûts et le déclin des abats. Si vous aimez la cuisine rétro ou les saveurs audacieuses, ces canapés rappellent délicieusement une époque culinaire révolue.